Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. De sa Guadeloupe natale à sa vie parisienne, du mannequinat à la découverte de la cuisine pour combler le mal du pays, Suzy Palatin est partout chez elle. Les plus grands chefs ne jurent que par sa cuisine. Mais Suzy, elle, rêve de la rendre accessible à tous. Ce qu'elle fait dans ses livres, à travers des recettes qu'elle veut inratables, elle, la cuisinière autodidacte et instinctive. Personne ne parle mieux qu'elle de son île. Dans cet épisode, Suzy nous fait le récit de ce terroir dont les produits reflètent un passé chargé d'histoire et d'émotions. Vous la pensiez cuisinière et autrice ? Mais Suzy Palatin ne s'arrête jamais. La voici à la tête d'un nouveau projet culturel, l'association Ailleurs et Ici, conçue comme un pont entre les cultures. Mais comme toujours avec elle, la cuisine n'est jamais très loin. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Suzy Palatin dans Girls in Food. Bonjour Suzy Palatin. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Présenter comment ? Mon nom, mon prénom ? C'est ça, comment vous auriez envie de vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas ? Alors, je dirais que je suis Suzy Palatin. Et après, je ne sais pas si je dis que je suis cuisinière, je ne sais pas si je dis que je suis... Je dirais multitalentueuse. Merci, c'est gentil. Mais je dirais que je suis une rêveuse joyeuse, voilà, on va dire ça. Voilà, c'est comme ça que je suis. Parce qu'en fait, j'ai tellement rêvé de faire la cuisine que j'arrive pas encore à croire que je la fais. Mais en même temps, je me dis, quand je vois le parcours derrière moi, je me dis, c'est pas mal quand même. Alors, ça me rend joyeuse de voir que je rends les gens heureux quelquefois à table. Voilà. Je sais pas si ça vous satisfait. C'est une définition très poétique, j'aime beaucoup. Si on fait un petit retour en arrière, dans votre enfance, quelle était la place de la cuisine dans votre famille ? Elle avait une très grande place parce que les réunions à table étaient très fréquentes. Par exemple, on allait très souvent, pratiquement tous les dimanches chez ma grand-mère déjeuner. Et ma mère était une cuisinière extraordinaire, donc on aimait beaucoup. Quand elle disait à table, elle n'avait pas à le dire 2 fois. et puis j'avais une tante qui cuisinait, mais c'était à un niveau extraordinaire. Et on avait toujours de l'admiration pour ces femmes qui faisaient la cuisine. Et mon grand-père aussi cuisinait. Mm-hmm. Mon père ne cuisinait pas tout, mais il sauvait les plats en disant voilà, j'ai ajouté ça. ça sauve tout. Et puis mon grand-père, j'adorais sa cuisine qui était très très simple. C'était le plus grand mangeur de piment que j'ai jamais connu. Ah. Et il mettait des choses très simples dans sa cuisine et c'était toujours un résultat extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Mais quelle chance d'avoir baigné dans cet environnement. Oui. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier ? Alors, le plat du dimanche particulier, ma grand-mère aimait beaucoup faire une salade de concombre en entrée, très, très typique de chez nous. D'accord. La salade de concombre, elle était faite avec de l'ail, du citron et du piment. Et c'était tout. Mmh. Et il fallait doser ces 3 ingrédients, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de poivre, il n'y avait pas... il y avait du sel, mais il n'y avait pas d'huile. Ah, ok. Pas d'huile dans la salade. Il fallait doser faut que ça aille bien avec le côté rafraîchissant du concombre, que le concombre reste craquant. Et il fallait... Et je me rappelle que mes tantes, Sarah, Véronique et ma tante qu'on appelle Dada Brunette, elles épluchaient les concombres. Il fallait très bien les éplucher. Il ne fallait pas qu'il reste de l'amertume. Et elles faisaient des tagliatelles de concombres en partant.
il y a longtemps de ça, je vous parle de ça, j'étais vraiment petite, et donc il y a très très longtemps, en partant du début du concombre jusqu'à la fin et en arrivant et elles essayaient de ne pas casser. Ah oui, pas dans la longueur, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, comme ça, mais sans jamais casser. Donc on avait des trucs qui étaient très très longs, très beaux et qui se cassaient pas et qui... Voilà, elle faisait la cuisine en s'amusant, en préparant les choses, elle s'amusait. C'était très très beau. Et toujours dans votre enfance, est-ce que y a un métier qui vous faisait rêver? Comment vous envisagiez votre avenir quand vous étiez enfant? Alors quand j'étais enfant, le métier qui me faisait rêver, c'était hôtesse de l'air. Je trouvais ça formidable. Ok. Je trouvais ça formidable, hôtesse de l'air, ou alors on est très loin, mais écrivain. Là on est... Oui. Parce que j'aimais beaucoup les livres. Ouais. Et ça, je dis encore merci à ma mère qui me gavait de livres, qui nous gavait tous de livres. Et je lisais, je m'endormais toujours avec, comme disait ma mère, tu t'endormais avec du pain et un livre. Et adolescente ou jeune adulte, quel a été votre premier métier, le tout premier job que vous ayez fait? Alors là, le tout premier job que j'ai fait, c'est quoi déjà? Je ne sais plus. Ah si, j'ai été assistante contrôleuse de gestion. Ah. Voilà, c'était très loin tout ça. Et puis après, j'ai changé complètement. J'ai été mannequin. Oui. Et puis maintenant, j'écris des livres de cuisine et je fais la cuisine et c'est pas mal. Je suis très contente de tout ça. Oui, je change. Et alors, dernière chose, j'ai monté une association qui a fait qui a organisé l'année dernière son premier concert. En fait, mon association s'appelle Ailleurs et Ici. Et avec ce premier projet que je trouvais absolument formidable et que toute ma famille a trouvé formidable, parce que toute ma famille m'a rejoint là-dessus. Et donc, avec ça, on a tout de suite été... sacré, je vais dire, d'intérêt général, association d'intérêt général. On est très, très fiers. Vous pouvez. Mais vous allez nous raconter ça plus en détail tout à l'heure. Donc, vous nous l'avez dit, vous avez commencé votre parcours professionnel en étant mannequin. Oui. Vous êtes né en Guadeloupe. Donc, vous avez commencé, vous avez fait vos premiers pas comme mannequin là-bas. Racontez-nous un peu cette période. Comment vous êtes arrivé déjà à être mannequin? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un hasard? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait tout à fait par hasard. Et quand je suis arrivée à Paris, je suis allée dîner chez une amie. Et là, il y avait quelqu'un qui organisait des défilés en Belgique pour des gens comme Dries Van Noten, voilà, pour des créateurs, surtout des créateurs. Et il m'a demandé, vous voulez pas faire? Alors j'ai dit bon, mais pourquoi pas? Et je suis partie en Belgique et après quand je suis revenue à Paris, je me suis dit allez, je vais me mettre dans une agence. Et là j'ai continué. Ok. Voilà. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré de façon intense, on va dire 5 ans, de façon très intense. Ok. Et on a souvent l'impression que le mannequinat, c'est un peu antinomique avec la cuisine. On a l'impression que voilà, c'est plus un milieu restrictif par rapport à l'alimentation. Et comment à l'époque vous combiniez les deux? Justement, est-ce que vous étiez déjà intéressé par la gastronomie? Mais complètement. Et d'ailleurs, l'antinomie est peut-être vrai parce que l'histoire, c'est que moi, j'étais fascinée par la cuisine. Vraiment, j'étais fascinée par les gens. Pour moi, c'était de la sorcellerie même. de pouvoir prendre une tomate, mettre un peu d'huile, voilà. Potion magique, quoi. Ma mère, elle faisait ça. C'était extraordinaire pour moi. Quand j'essayais, c'était jamais la même chose. J'échouais lamentablement. Donc, ce rêve était resté dans un coin de ma tête. Même si j'étais mannequin, mannequin, ça n'a jamais été mon rêve. Mannequin, j'ai fait ça. C'était une activité, mais... Alors, je précise que, pour les auditeurs, vous êtes allé sortir votre magnifique gâteau au chocolat du four. Oui, parce que vous m'aviez dit que vous l'aimiez. Vous m'en aviez parlé. Je me suis dit, je vais lui faire la surprise. Je vais faire mon gâteau au chocolat. Voilà. Et donc, oui, je vous disais que mannequin, je n'ai pas rêvé d'être mannequin. Je rêvais d'apprendre et de savoir faire la cuisine, de faire les gens sourire à table. C'était mon rêve. Donc, quand j'ai été mannequin,
j'ai fait ça, mais avec beaucoup de joie, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ça, il y a aucun problème. Mais c'était resté dans un coin de ma tête, la cuisine, à satisfaire des gens à table, voir les mines réjouies comme ça, comme quand ma mère elle fait son colombo et que les gens disent mon Dieu, j'en veux encore, non mais ça, comment il peut être aussi bon, etc. Ça, c'était quelque chose qui me fascinait complètement. Et quand vous parlez d'antinomie, ça c'est une anecdote, mais je me rappelle que j'étais allée chez Givenchy faire un casting. On peut dire les noms ou pas? Bien sûr. Alors, et j'étais très, très mince à l'époque. Mais vraiment très, 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 très mince. Et Monsieur Givenchy, il avait une exigence. Et il a dit, non, mais je voudrais qu'elle perde 2 kilos. Et l'agence m'appelle, Suzy, il faut que tu perdes 2 kilos pour faire Givenchy. J'ai dit non. Et alors, toutes les filles m'ont dit, mais tu es folle, il paraît que tu peux. J'ai dit, non, mais j'ai pas envie. J'ai un métabolisme génial parce que je ne grossis pas. Si je commence à faire des régimes pour maigrir alors que j'en ai pas vraiment besoin, je vais me mettre à grossir. J'avais très, très peur de ça, de me mettre à grossir de façon anarchique dès que dès que je recommence à manger normalement. Sûr, ouais. Alors que j'avais la chance de manger tout ce que je voulais. J'ai dit non. Celui qui me prend tel que je suis, j'ai pas besoin de faire des gens qui, voilà. Mais ça démontre aussi votre force de caractère. Ah parce oui. que c'est vrai que résister à cette pression-là, c'est pas forcément simple, surtout quand on est très jeune. Et du coup, c'est intéressant aussi. C'était très glorieux de faire de faire Givenchy, de faire des marques comme ça. Et donc j'ai dit non. Et voilà, je préfère garder ma santé et puis je préfère manger des choses délicieuses puisque je le peux. On va parler maintenant de votre métier actuel qui a fait suite à votre première carrière de mannequin. Donc vous êtes connu pour vos livres consacrés à la cuisine créole, mais aussi c'est à la diététique gourmande, oui. Des livres que vous avez écrits en collaboration avec votre mari qui est médecin nutritionniste. J'aimerais bien qu'on revienne sur le premier livre. Comment est-ce qu'il est né? Comment vous avez commencé en fait dans ce milieu de la cuisine, enfin voilà, racontez-nous un petit peu. Après avoir été mannequin, vous aviez cette passion de la cuisine. Comment vous avez fait la transition? Alors, c'était pendant que j'étais mannequin, parce que pendant que j'étais mannequin, je faisais un défilé. Et dans l'assistance, il y avait Frédéric Grasser-Hermé, que je ne connaissais pas du tout. Et elle vient après me féliciter, voilà. Et je lui dis, et on découvre finalement qu'on habite dans la même rue. J'habitais le 4e arrondissement. Je lui dis, viens chez moi un jour dîner, déjeuner comme tu veux. Elle me dit, moi j'adore la cuisine et tout. Bon bref, alors du coup je l'invite chez moi. Et elle me dit, mais non, mais c'est super bon. Je dis. Et là je dis, ça quand même, elle est professionnelle. Elle me dit ça, mais c'est pas possible. Parce que en fait, jusque-là, j'adorais toujours manger, mais j'estimais que je ne savais toujours pas faire la cuisine. Mais comme j'étais à Paris, que je n'avais pas ma mère, je n'avais pas ma grand-tante pour aller chez elle déguster leur cuisine, j'étais obligée de la faire moi-même. Oui. Donc, j'apprenais sur le tas. Je demandais à ma mère des recettes. Ma mère est incapable de donner une recette car elle fait tout à vue. J'étais obligée de me débrouiller un peu comme ma mère à l'instinct et de faire avec ce que j'avais dans la tête, mes souvenirs et les souvenirs de ses gestes, etc. Et donc, j'ai commencé à faire la cuisine toute seule. Et je me rappelle qu'un jour, ma sœur Gladys, ma petite sœur, elle est venue chez moi. Elle me dit, mais non, mais c'est bon chez toi, mais tout a le même goût, tu mets les mêmes épices partout. Et là, c'était une critique, mais complètement constructive. Je me suis dit, mais elle a raison. On ne peut pas faire la cuisine et mettre partout les mêmes choses. C'est pour ça, tout a le même goût. C'est pas celui qui vient le lundi trouve ça bon et celui qui vient le mardi, mais celui qui vient le lundi et le mardi dit que c'est un peu pareil ce qu'il a mangé. Il ne reconnaît pas si c'est de la viande, du poisson. Et là, ça m'a donné des ailes, cette critique. Je lui dis tout le temps, c'est toi qui m'as appris à faire la cuisine en disant ça. Voilà. Et donc...
Donc même en étant, donc j'étais mannequin et même en étant mannequin, voilà, j'avais toujours cette espèce de truc derrière la tête en train de me dire la cuisine. Et quand Frédéric Grasser, elle m'a dit ça, elle m'a dit voilà, c'est vraiment très très bon. Et elle m'a dit il faut que tu écrives un livre de cuisine. Et c'est parti de là. J'ai fait mon premier livre grâce à elle. Elle m'a présenté une femme qui était chez Hachette. Et c'est là que j'ai fait mon premier livre qui s'appelait Gourmande et créole. Ce qui n'était pas faux. Un titre très vrai. Donc on le voit dans vos livres et dans la cuisine, dans les émissions, vous avez à cœur de célébrer le terroir antillais. Donc en faisant plein de choses, donc en écrivant, avec des événements. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces différentes activités et comment elles s'articulent entre les livres que vous écrivez, les événements, votre association. Parlez-nous un peu de tout ça. L'association, je ne l'ai pas faite en pensant à la cuisine. Vous voulez que je vous parle de l'association ? Oui, pourquoi pas. Alors l'association, je vais vous raconter comment elle est née. Je regardais un concert de violon à la télévision. J'adore les violons, j'adore la musique, j'adore les violons. Mais je suis tellement émue par ce concert que j'arrive pas à en sortir. Et puis j'ai les larmes aux yeux. Et je me dis, mais oh là là, c'est pas possible, ces violons, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Et puis après, il y a un homme qui apparaît, il s'appelle Amnon Weinstein. Et Amnon Weinstein explique qu'il est luthier, il est israélien, et tous les violons qui venaient de jouer, enfin que je venais de voir, il les avait, c'était des violons rescapés de la Shoah. Ils avaient appartenu à des Juifs qui avaient été victimes du nazisme. Et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je dis, mais voilà, c'est pour ça que ces violons donnent autant d'émotions. Et lui, je me dis ça, et lui, il me donne la réponse, et il dit, ce ne sont pas des Stradivarius, mais ces violons, ils expriment quelque chose d'autre, ils racontent une histoire. Et j'ai dit, mon Dieu, mais ces violons, il faut qu'ils racontent une histoire avec les tambours de chez moi, les tambours K de la Guadeloupe. Et je lui dis, mais les violons qu'il appelle, il les nomme les violons de l'espoir. J'ai dit, vos violons de l'espoir, ils ont rempli le même rôle que les tambours K de chez moi. Ils ont soutenu deux peuples pendant des moments insoutenables, justement. Ils ont été témoins de deux crimes contre l'humanité, puisque les esclaves jouaient du tambour pendant l'esclavage. C'était souvent le vendredi soir, et c'était pour exorciser quelque chose. Et je dis, voilà, donc leurs tambours ont ce même rôle d'instruments résilients que les violons. Et ils sont pareils, ils sont nomades aussi, ils pouvaient les emmener avec eux, et ils ont joué un rôle aussi dans la résistance et dans la libération de l'esclavage. Alors donc je lui ai fait une lettre, mais elle fait 4 pages, ma lettre. Puis après je me dis, qui c'est qui va lire une lettre de 4 pages ? Arrête-moi ça tout de suite. Et je lui envoie un mail, et là il me répond, oui, on va faire ce concert avec vous. Et ça devait se faire l'année dernière, au mois d'août. Mais le Covid aidant, nous n'avons pas pu le faire au mois d'août. Donc, ils ont envoyé 4 violons de l'espoir, des violons inestimables. Mais j'ai la chair de poule, c'est vrai. Et ils nous les ont envoyés en Guadeloupe. Ils nous ont dit, on ne peut pas être là, mais si vous faites le concert, on vous envoie les violons. Qui ont été joués par des jeunes violonistes guadeloupéens. On a fait ça au mois d'août l'année dernière. Et on avait reporté cela à juillet cette année, mais on n'arrête pas de s'écrire quand même et d'espérer être vraiment, comme on dit, en présentiel. Voilà, parce qu'on va le faire. On va finir par le faire, ce concert. Oui, bien sûr. Et justement, si on revient sur... cet engagement associatif et aussi cette défense de la mémoire et du patrimoine en fait aussi antillais. Est-ce qu'il y a une définition possible peut-être de la cuisine créole, parce que c'est souvent dans les titres de vos ouvrages, ça parle souvent de cuisine créole. Oui. Comment est-ce que vous la définiriez, cette cuisine ? Mais alors là, c'est une cuisine, mais vraiment c'est la cuisine, comment dirais-je, la plus inventive
que j'ai jamais connue, en fait. Parce que c'est une cuisine qui a ses racines dans une histoire terrible, la cuisine antillaise. Ouais. Voilà. C'est vrai on avait des matières premières, comme la patate douce, le manioc, qui étaient déjà là. Oui. Qui sont autochtones, oui. Voilà. Mais on a des choses qui nous ont été ramenées, comme le fouille à pain qui est maintenant. Mais on dirait que c'est un fait exprès. Le fouille à pain, il est partout dans l'île. Il est tellement omniprésent que les gens s'étonnent même quand on achète un fouille à pain, parce que ça se donne tellement il y en a. Et voilà. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est comme type de fruit, à quoi ça ressemble? Le fouille à pain, c'est comment je pourrais le décrire? Je ne sais pas. Voilà, c'est comme une grosse châtaigne lisse. Et à l'intérieur, il y a le cœur du fouille à pain qu'on enlève et on le fait cuire, mais je ne sais pas. Et maintenant que j'en parle avec vous et que je le compare à une châtaigne lisse, une châtaigne qui serait moins... voilà. Eh bien, je trouve que le goût du fouille à pain, c'est un mélange de châtaigne et de pommes de terre. C'est très subtil. J'adore le fouille à pain. Et non, mais c'est pour vous dire que l'histoire est terrible. Ouais. Mais ça donne un fruit qui est quand même adoré aux Antilles. Et vraiment, avec lequel les on peut gens faire des adorent le choses, fouille à pain. Avec lequel on fait des choses extraordinaires. Et puis, même la cuisine antillaise, il y a ce qu'on appelle la soupe à Congo. C'est une sorte de soupe qui est faite avec tout ce qu'il y a sous la main, des racines, des pois, de la viande salée, et on mélange du piment, évidemment, des épices, des herbes, et on mélange tout ça et on le fait cuire. Et ça s'appelle la soupe à Congo, c'est la soupe du Congolais, en fait. C'est la soupe du Congolais. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que les anciens esclaves avaient des bas morceaux, les esclaves avaient des bas morceaux, et ils avaient un tout doigt, certains avaient le doigt de jardinier, ils avaient 2 patates douces, ils avaient des choses comme ça, et ils mélangeaient tout ça. Et donc, il fallait inventer quelque chose pour rendre la cuisine agréable. Ouais. Avec les bas morceaux, avec le peu qu'on avait. C'est pour ça que je dis que c'est une cuisine très, très inventive, parce que arriver à faire du bon avec tout ça, c'était assez fantastique. Et puis avec des ingrédients qui portent une mémoire qui peut être difficile, oui, tout à fait. Mais transformée en quelque chose de beau et même de festif. Et de festif, tout à fait. Les gens, non mais c'est vrai. Et puis c'est impossible de faire quelqu'un renoncer à son fouille à pain, renoncer à... J'aimerais bien aussi qu'on parle de l'importance des épices dans la cuisine antillaise. Est-ce que vous avez des épices, ou en tout cas des ingrédients fétiches? J'adore la vanille. Ouais, j'adore la vanille. J'adore le piment et les cives. Ouais. J'aime beaucoup les cives de chez nous. Je trouve que ce goût-là, on l'a nulle part ailleurs. Et il y a un truc que j'adore aussi, c'était utilisé surtout dans la pharmacopée antillaise. Ça faisait partie des herbes avec lesquelles ma grand-mère, parce que ma grand-mère maternelle, elle nous faisait des tisanes, elle nous soignait avec les herbes. Et ça s'appelle l'herbe à fer, zeb à fer. Qu'on pourrait traduire par herbe à fer ou l'herbe de fer, je ne sais pas comment traduire, mais bon. Et cette herbe-là, en fait, c'est la coriandre longue. Ah, ok. C'est le ngogai qu'on trouve au Vietnam. C'est exactement cette herbe-là qu'on a chez nous. Et l'histoire, c'est que les premiers habitants, les Arawaks, les premiers habitants de la Guadeloupe, on dit qu'ils venaient d'Asie. Et ils venaient d'Asie, ils venaient d'Asie, c'était de très très grands navigateurs, qui sait, ils nous ont peut-être porté cette herbe. Et maintenant, on commence à l'utiliser, alors qu'on l'utilisait que pour faire des tisanes, des choses comme ça, on commence à l'utiliser dans la cuisine antillaise, on commence à l'utiliser. D'accord. Et quand vous avez fait votre premier livre sous l'impulsion de Frédéric Grasser-Hermé,
Les suivants, alors racontez-nous un petit peu comment vous avez continué sur cette voie. Alors, je me suis acharnée, mais vraiment acharnée, à faire des recettes inratables. Parce que comme je ne savais pas faire la cuisine et que j'aurais aimé avoir quelque chose à suivre méthodiquement, quitte à après ça m'envoler, me dire je mets moins de sel, je mets plus de sucre, etc. Parce qu'après ça, on met toujours, comme on dit, son grain de sel dans la cuisine. Mais j'aurais aimé avoir quelque chose, une base sur qui je pouvais me mettre, tu vois, sur laquelle je pouvais comme me votre mettre. Maman cuisinait à l'instinct, qu'elle ne pouvait pas vous transmettre les recettes. Et ma grand-mère, pareil. Et que mon arrière-tante, elle ne donnait pas ses recettes. Ah. Elle les gardait secrètes. Et moi, je me suis dit, non, si je sais faire la cuisine aujourd'hui, c'est pas par hasard, il faut que je transmette. Et il faut que je transmette très, très bien à ceux qui aiment ma cuisine. Et là, quand les gens, il y a des gens qui m'arrêtent, qui me disent, j'ai fait votre colombo, j'ai fait votre gâteau, et vraiment, je suis très contente, je ne l'ai pas raté. Ça marche. Oui, ça marche. C'est ça, en fait. C'est un livre où les recettes, voilà. Les recettes fonctionnent. Voilà. Et donc, je n'oubliais aucun détail. C'était très important. Et dans mes livres, comme c'était très difficile de trouver, à l'époque, parce que j'ai fait mon premier livre il y a très longtemps, on trouvait plus difficilement les ingrédients. Donc, j'essayais de trouver des ingrédients qu'on pouvait remplacer. Oui, pour rendre la recette faisable. Et donc, je disais, voilà, si vous ne trouvez pas ça, vous remplacez par ça, etc. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça rendait l'esprit de la cuisine, qui est la cuisine créole, c'est ça, justement. Parce que l'esprit de la cuisine créole, c'est, ça a commencé, son histoire, comme je vous le disais, dans l'esclavage. Et donc, il a pas ce qu'il lui faut. Donc, il remplace. Et donc, c'est comme ça. Créole, c'est se réinventer tout le temps. Okay. Être créole, c'est ça. Et justement, en parlant de vos recettes inratables, j'aimerais bien qu'on parle d'une de vos créations, qui est le fameux gâteau au chocolat, qui est entré dans la légende, on peut dire, après que Pierre Hermé l'ait qualifié de meilleur gâteau au chocolat du monde. Oui, c'est vrai. Je suis très, très fière. Comment est née cette recette ? Alors, j'adore le chocolat. Donc, je voulais un gâteau au chocolat. Et comme je ne suis pas pâtissière, on va dire, je n'ai pas l'aisance de dire, voilà, il faut mettre telle masse avec ceci, cela, machin, etc. Et donc, j'ai dit, voilà, je vais faire un gâteau au chocolat. Et je suis partie d'une recette comme ça que j'ai trouvée. Mais c'était plutôt un cake au chocolat. Et donc, bon, c'était bon aussi, mais je me suis dit non, mais moi j'ai envie d'un autre gâteau au chocolat, etc. Et puis, mais tout était compliqué. Il fallait battre et monter les œufs en neige, il fallait mettre les choses au bain-marie, il fallait... Oh là là. Et moi, j'avais 3 enfants petits. Ils sont nés en 3 ans, mes enfants, ça que je raconte ma vie. Mais voilà, j'ai dit, allez, j'ai pas le temps pour tout ça. Je vais me faire mon gâteau au chocolat à moi. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai enlevé un peu de farine, j'ai rajouté du beurre, j'ai fait des choses comme ça. Et j'ai cherché ma recette à moi de gâteau au chocolat. Et c'est comme ça que ce gâteau est né. Et un jour, Pierre Hermé est venu manger à la maison. Et après, il m'a appelé le lendemain, il m'a dit, est-ce que je pouvais lui faire l'honneur J'ai dit, tu plaisantes, j'espère. J'ai dit, mais oui, que je veux que tu mettes ma recette de gâteau dans ton livre. Alors, j'ai dit, mais il me dit, je vais le mettre dans tes livres et dans un autre aussi. J'ai dit, tu le mets dans tous tes livres, dans tous les livres que tu veux, mais attends, mais pour moi, en plus, il m'a demandé ça, mais tellement, avec tellement d'humilité. J'ai dit, non, mais, j'ai dit, je rêve ou quoi? C'est le monde à l'envers. J'ai dit, non, ça m'a beaucoup fait rire. Et après, je vois, il fait... une interview dans l'Express, il y a pas très longtemps en plus, hein, et on lui demande quel est votre gâteau préféré. Il dit le gâteau de mon amie Suzy. Quelle fierté. Ah oui. Non, mais, et ça fait maintenant, mon Dieu, plus de 20 ans que je fais ce gâteau. Oui, plus de 20 ans que je fais ce gâteau. Et je confirme, c'est vraiment le meilleur. Merci. Je l'ai essayé et j'ai pas trouvé mieux. Ouais. Et il est facile. Il est facile.
il est facile, voilà. Si on suit bien les étapes dans l'ordre, on a un résultat incroyable. Et vous me parliez de l'histoire de la cuisine. Et moi, je me rappelle que j'avais fait une fois, j'ai fait plusieurs fois cette conférence sur le marché antillais. Le marché, la place du marché, le marché là où on vend voilà, tous nos aliments. Eh bien, le marché antillais, il est ancré dans l'histoire des Antilles. C'est le marché en Guadeloupe. Ouais. Il est très spécifique. Il a des endroits couverts, des endroits non couverts, et il y a le tour du marché. Et les endroits couverts, ils sont pour les gens qui ont de l'argent. Ils sont tenus par des gens qui ont de l'argent, que ce sont de vrais, entre guillemets, de vrais commerçants. D'accord. Après, vous avez cette partie des abords du marché, où il y a les gens qui ont une occasion de vendre quelque chose qu'ils ont dans leur jardin. Pourquoi c'est comme ça? Et les gens, ils crient, ils disent « Voyez-moi aller ». Ça veut dire « Allez, achète vite que je m'en aille. Envoie-moi chez moi. Voyez-moi aller. Il faut que je rentre. Voyez-moi aller. » Et donc, ils ont des graines, ils ont des pois, ils ont cueilli des pois chez eux. Et il faut vite qu'ils les vendent parce qu'ils ont leurs enfants, il faut qu'ils rentrent. Oui, c'est pas leur métier principal. C'est pas leur métier principal. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est resté comme ça? C'est parce que pendant l'esclavage, il y avait des maîtres, certains maîtres autorisaient leurs esclaves à aller vendre un coq qu'ils avaient réussi à élever, 2 patates douces qu'ils avaient réussi à arracher. Et donc, voilà. Et donc, l'esclave y allait, mais il fallait qu'il rentre très vite. Oui. Il n'avait pas le temps. Donc, il se mettait aux abords du marché. Oui, donc il y a vraiment en plus une dimension historique. Ah, oui. Il y a une topographie du marché qui est ancrée dans l'histoire de la Guadeloupe. Voilà. Et donc, il fallait qu'il s'en aille vite. Qu'il vende vite et qu'il s'en aille vite. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que vous pourriez partager avec nous, qui vous reviennent comme ça de je sais pas, de livres que vous avez écrits ou sur la culture culinaire antillaise, pas uniquement la cuisine, mais voilà sur les producteurs ou des spécificités. Les producteurs en Guadeloupe, ils sont à l'époque. Maintenant, ils vendent directement, quelquefois. Mais à l'époque, ils n'ont pas le temps de vendre directement. Et il y a les fameuses femmes qu'on appelle les revendeuses sur le marché. Et il y a quelques producteurs, beaucoup de revendeuses, celles qui revendent et qui vendent un peu plus cher. Oui. Et puis, les revendeuses étaient... et on disait non. Il y a des gens qui disent non, j'achète pas aux revendeuses, je veux voir le producteur. En fait, des histoires comme ça. D'accord. Et le producteur, il est là, mais il doit s'occuper de son champ, donc il faut qu'il rentre. Donc il est là un certain, donc il faut se réveiller plus tôt. Tout ça, voilà, ça fait partie d'une façon de vivre. Celui qui a plus de moyens, il peut se lever plus tard et aller chez les revendeuses. Celui qui n'a pas les moyens, il se lève très tôt et il va directement chez le producteur qui doit rentrer à partir d'une certaine heure. Ah non, mais le producteur ne sera plus là. Et les revendeuses, pourquoi est-ce que c'était des femmes spécifiquement? Mais vous avez vu, hein, les revendeuses et les producteurs. Ouais. Non, mais il y avait aussi des femmes qui les revendeuses, oui, c'était surtout des femmes, c'est vrai. C'était surtout des femmes. Est-ce qu'il y a une raison, vous savez particulièrement pourquoi c'était des femmes ou non, qui faisaient ce rôle-là? Non. Non. Mais par contre, aux abords des marchés, c'est ceux qui doivent vendre très vite. Ouais. Et voilà. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Est-ce que il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, là, j'ai trouvé ma voie. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Ah oui. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai pris tellement de plaisir à l'écrire, c'était extraordinaire. J'ai dit, ah non, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est vrai. Et j'aimerais bien justement qu'on reparle de vos livres.
N'oubliez pas que je vous ai toujours dit que je dormais avec du pain et un livre. Le pain et les livres, c'est ça ma passion. Le pain, parce que moi, je suis quelque part nomade. Alors donc, le pain, c'est un aliment très nomade. Et est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les autres livres que vous avez écrits ? Oui, bien sûr. Dont certains qui font le lien entre cuisine et diététique. Comment est-ce qu'ils sont nés ? Alors le livre sur la cuisine diététique, c'est une idée commune qui vient de mon mari et de moi. Parce que mon mari, il est médecin nutritionniste. Mmh. Et ici, on est à table, quand on se dit, quand on parle de cuisine, on mange tout, on ne s'interdit pratiquement rien. Et un jour, je lui dis, mais c'est vrai que les gens font des salades, c'est vrai que les gens, ils s'ennuient, c'est vrai qu'il me dit, mais c'est vrai, parce que quand tu fais la cuisine et que... Quelquefois, je me dis pas, tiens, je vais faire une cuisine de régime, mais c'est parce que j'aime ça. J'aime par exemple les coquilles Saint-Jacques, ça fait pas grossir, mais je fais pas dans un bain de crème ou d'huile, et ça fait pas grossir du tout. Il me dit, mais ça marcherait tellement si on faisait un livre comme ça, parce que un régime où les gens sont contents, ils mangent, mais ça a du goût, c'est génial. Il me dit, mais ce que tu as fait hier, c'est complètement régime, ce que tu as fait avant-hier aussi, et voilà. Non, mais c'est vrai, c'est régime, mais on n'a pas cherché à faire régime. Et alors, c'est pour ça que le premier livre, je l'avais dit, ne dites jamais que c'est régime, c'est léger. parce que quand on dit à quelqu'un, je suis au régime, parce qu'on a envie d'être confort et de retrouver son corps, les gens disent, pourquoi tu fais un régime, c'est nul, etc. Or non, un régime, c'est une façon de vivre. C'est une conduite qu'on se donne. Ouais. Et donc, c'est ça, c'était une idée comme ça. C'était un constat, en se disant, tiens, j'ai mangé ça, c'est très bon, c'est régime avant-hier aussi, hier. Et donc, on l'a fait et on a adoré le faire, si bien qu'on en a refait un autre en se disant, on va faire des recettes de fête. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a dit, oh, j'ai acheté votre livre, ne dites pas que c'est régime, c'est léger. Il m'a dit, je l'aime tellement que quand je pars en vacances avec. Ça, c'est un beau compliment. Mais oui, j'étais très contente. Je me suis dit, voilà, ça, c'est bien. C'est-à-dire que il n'a pas l'impression de se priver parce qu'il y a des desserts, il y a tout. Et c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Je ne parle pas de mon livre, mais c'est extraordinaire de savoir qu'on peut bien se nourrir sans... Oui, c'est savoureux, voilà. En fait. Ouais. Oui. Et vous avez aussi écrit plusieurs livres pour les éditions de L'Épure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, j'ai écrit un livre pour les éditions de L'Épure et j'ai commencé par le cochon et 10 façons de le préparer. Et je lui dis, oui, mais je connais très bien vos livres et vous avez déjà fait le cochon. Et elle me dit, oui, mais Pierre Hermé, encore lui. Pierre Hermé m'a dit que vous faites une recette de cochon extraordinaire et rien que pour ça, vraiment, je veux faire un livre sur le cochon avec vous. Et donc, j'ai fait... Là, vous parlez de Sabine Buquet ? De Sabine Buquet, oui, l'éditrice. Et donc, c'était très, très drôle. On a beaucoup ri de ça. Et elle m'a dit, évidemment, je veux et votre recette de frites et on va faire... un livre sur les frites. La pomme frite. Alors donc, voilà, c'était très drôle. Non, mais c'est une recette de cochon de mon grand-père, mais encore une fois, une recette très simple, mais magique. Et il y a beaucoup de gens qui font cette recette-là, qui me disent « Ah, j'ai fait ton... » Et réussi aussi, parce que j'ai bien regardé et mon grand-père l'a fait. Et je me rappelle que la première fois que je l'ai faite à la maison, pour quelqu'un, c'était pour Pierre Hermé que je l'avais faite, cette recette. Parce qu'on avait un ami qui lui a dit « Ah, tu as déjà goûté ces frites ?» Parce que j'avais jamais fait de frites à personne, sauf à mes enfants et enfin à ma famille. Et il dit « Je suis allée chez elle et dans sa chaise haute, son fils avait les frites. » C'est vrai, le petit dernier, il avait ses frites dans sa chaise haute. Et donc, il mangeait ses frites et tout. Il me dit, j'ai goûté. J'ai dit, mais attends, mais c'est ce que tu fais à tes enfants? Je lui dis, ben oui,
Et il dit, quand j'ai goûté ça, elle me dit, ben oui, c'est ce que je fais aux enfants. J'ai dit, mais il dit, mais je lui dis, mais c'est délicieux. Alors il raconte ça à Pierre Hermé. Il dit, j'ai jamais mangé des frites comme ça. Alors Pierre dit, et ce jour-là, Frédérique Hermé, elle avait cuisiné un pot-au-feu de cochon indonésien. Et je lui dis, mais attends, mais ça me rappelle un peu le pot-au-feu de mon grand-père. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un pot-au-feu de cochon, demi-sel et tout. Et alors ils ont dit, ben, tu nous feras des frites avec le cochon de ton grand-père quand on vient, et on fixe la date tout de suite. Et on a quelle pression. Une date. Et donc ils sont venus, et c'était merveilleux parce que je crois que je ne sais pas combien de gens j'ai reçu à la maison pour ces frites et ce cochon. Et la première fois que j'ai fait ce repas, je dis à ma mère, oui, je suis en train de faire le cochon de Papa Vivi et tout ça. Elle me dit, tu fais le cochon de Papa Vivi, tu reçois qui? Alors je lui dis, je reçois Pierre Hermé, machin, etc. Elle me dit, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ce plat-là. C'est un plat basique, un plat de pauvre, c'est un plat de... C'est un plat, c'est pas un plat chic. Elle me dit, tu le sais quand même. Je dis, oui, mais c'est ce qu'ils veulent manger, je le fais. Et alors, ça a été un succès extraordinaire. Et Hélène Darroze est venue chez moi. La première fois qu'elle est venue chez moi, c'était pour goûter les frites et le cochon de mon grand-père. Et depuis, on ne s'est jamais quittés. Et elle l'a mis dans son livre. Un jour, elle m'appelle, elle aussi... Suzy, est-ce que je peux te demander? Je dis, mais oui, bien sûr, tu peux me demander ce que tu veux. Elle me dit, je voudrais, si tu permets. Je dis, mais arrête, c'est un honneur, Hélène. Mais enfin, mais tu plaisantes. Et donc, elle l'a mis dans son livre et elle a fait un très beau texte dessus, d'ailleurs. Son premier livre, qui est magnifique, Personne ne me volera ce que j'ai dansé. Vous l'avez vu, ce livre? Les recettes sont magiques. Vous avez jamais eu envie d'avoir un restaurant ou... pour faire goûter justement cette cuisine magnifique à plus de monde? C'est la question qu'on me pose tout le temps et à laquelle je réponds tout le temps, non. Non, j'ai pas envie d'avoir un restaurant. Est-ce que c'est par rapport aux contraintes que ça représente? Alors, j'ai jamais eu envie d'avoir un restaurant par rapport aux contraintes que ça représente et par rapport au fait que j'ai vu travailler les gens dans les restaurants. J'ai vu de près des chefs travailler et je me dis, oh là là, j'ai pas cette autorité-là, j'ai pas ce côté-là, je ne saurais pas diriger l'humain. C'est ce que je me disais, c'était mon frein, c'était mon plus grand frein. Okay. Mais voir comme ça des gens qui sont contents, oui, j'aurais adoré ça. Non, mais c'est vrai, j'aurais adoré ça. Tous les auditeurs vont se demander où est-ce qu'on peut goûter la cuisine de Suzy. Mais ils peuvent la faire. Dans les livres, voilà. Mais cela dit, je vais peut-être faire quelque chose, mais en Guadeloupe. Voilà. Voilà, ce sera pour les auditeurs guadeloupéens. J'aimerais bien revenir sur la question des femmes. Est-ce que, c'est une question que je pose à toutes mes invitées, est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu une incidence positive ou négative sur votre parcours professionnel? Non. Non, franchement, non. Mais je peux comprendre la question. C'est vrai que c'est en France, c'est un métier, en France métropolitaine, dans l'Hexagone, on va dire, c'est un métier très masculin. Beaucoup de gens le disent, hein. Mais moi, je n'ai eu aucun problème pour ça. Mais en plus de ça, moi, je ne le réalisais pas tellement dans la mesure où chez moi, ce sont les femmes qui font beaucoup, la cuisine. Oui. Vous avez vu, je vous ai cité mon grand-père, mais je vous ai cité ma grand-mère, je vous ai cité mes sœurs qui font très bien la cuisine aussi. Et puis ma tante, qui était une cuisinière, mais hors pair, mais vraiment. Et puis elle avait une présentation de ses plats, ça donnait envie. Et elle faisait un truc qui me fascinait, c'est tout bête. Et je n'ai jamais goûté un meilleur sirop de sucre de canne que le sien. Et on lui disait, mais qu'est-ce que tu mets dedans? De la vanille? Non, il n'y avait pas les petites billes de vanille, on ne peut pas dire de la vanille, il n'y avait pas de cannelle. Elle disait, je mets du sucre et de l'eau. Et c'était vrai. Mais elle nous a jamais donné le dosage. Et son sirop, il était différent de tous les sirops. Je cours après son sirop jusqu'à maintenant parce que elle nous le faisait, mais elle donnait pas ses recettes.
Et elle avait quelque chose qui s'appelait, un petit gâteau qui s'appelait le bonbon moustache, qu'elle faisait avec du tapioca, de la farine qui est à base de farine de manioc. Oui. Et on n'a pas la recette. Ah, elle quel dommage. faisait du poisson, c'était incroyable. Je détestais le riz blanc. Je mangeais son riz blanc. Enfin, c'était extraordinaire. Ouais. Et il y avait toutes ces femmes qui me fascinaient et qui faisaient la cuisine. Et les cuisinières étaient connues pour faire la cuisine. Tous les hommes allaient manger et on reconnaissait qu'elles étaient des cuisinières extraordinaires. Et les hommes comme les femmes d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu différent peut-être. Oui, complètement. Les femmes ont toujours tenu leur des place, restaurants, en fait. même des tout petits trucs, mais il y avait beaucoup de femmes. Ok. Beaucoup de femmes. Et du coup, est-ce que ça vous a surprise quand vous êtes arrivé en métropole, à Paris, de vous rendre compte que c'était pas comme ça, que les chefs, souvent c'était des hommes? Oui, c'était même surprenant de dire, tiens, c'est... mais ça n'a pas joué sur votre parcours. Sur mon parcours. Mais c'était surprenant. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'il y a... Par exemple, il n'y a pas longtemps que Anne-Sophie Pic a eu 3 étoiles. Oui. Voilà. Et Hélène Darroze en a reçu 3 à Londres, aussi. Ouais. À Londres. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont triplement étoilées. Ah non, très peu. Ouais. Très peu. Ouais. Et tout en étant reconnue, par exemple, Hélène Darroze, elle a été meilleure cuisinière du monde à un moment donné. Et tout en étant comme ça, il y a peu de femmes qui ont... il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont 25 étoiles, mais il faut dire qu'elles en font tellement que des fois, il faut conjuguer ça avec la vie sociale, familiale, etc. Bien sûr. Bon, mais même sans ça, je trouve que non, c'était plutôt un métier de femme chez nous. Ok, c'est super intéressant du coup de voir cette différence. Mais il n'empêche que les hommes faisaient quand même la cuisine parce que... à la maison, vous voulez dire ou Non, pas à la maison, pas tellement, mais les hommes savaient tous faire quelque chose. Ok. Parce qu'il faut qu'un homme sache se nourrir. Il faut que... Si tu ne peux pas te nourrir, c'est que tu ne peux pas vivre. Alors donc, c'est un peu... Il y a un peu cet esprit-là chez nous. D'accord. Donc dans l'éducation, on leur apprenait en fait. Il faut que tu saches te nourrir, il faut que tu saches comment survivre. Puisque on parle de la cuisine et de la beauté des plats, des restaurants étoilés, de tout ça. Mais la cuisine du quotidien, La cuisine du quotidien, se nourrir, voilà, c'est c'est l'élément premier de la cuisine, c'est de se nourrir. Alors donc, il faut qu'un homme sache se nourrir. Et est-ce que, justement, vous avez transmis ça à vos enfants? Mais tous mes enfants cuisinent. Ah, j'ai 3 garçons et les 3 cuisinent. Les 3 savent cuisiner. Et vous savez, par exemple, dans les îles à côté, en Dominique, par exemple, c'est pas très loin de la Guadeloupe, c'est à côté de Marie-Galante. Marie-Galante, c'est une île qui fait partie de la Guadeloupe. Il y a des enfants qui sont tout petits, qui ont 6 ans, 7 ans, et ils partent, quand ce sont les vacances, ils partent se promener, ils s'organisent, ils savent comment allumer un feu sans qu'il y ait aucun danger, ils savent comment cuisiner, mais ils ont 7 ans, ils ont 6 ans, 7 ans, et ils savent faire la cuisine déjà, garçons ou filles. Ouais, c'est super. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui voudrait marcher sur vos traces, qui voudrait, comme vous, suivre sa passion de la cuisine? Ne jamais hésiter, parce qu'il ne faut pas se dire qu'il est trop tard. Parce que souvent, les femmes se disent « Oh là là, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose ». Et elles se disent « Oh là là, mais j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans, j'aurais dû commencer avant, etc. » Non, c'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard. Quand on veut faire quelque chose, il faut pas se dire « Il est trop tard ». Il faut le faire. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Quand on a la passion, quand on a vraiment ce feu, je veux dire. Et bien puis, voilà. Et est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans ce parcours gastronomique qui est le vôtre, qui vous ont aidé, avec qui vous avez collaboré, qui vous inspirent? Ah oui, mais déjà, il y a... Vous en avez cité certaines, déjà. Oui, voilà. Il y a Frédéric Grasset-Armé, il y a Hélène Darroze, il y a Olympe Versini, il y a mon amie Yafa, il y a Yafa Ederi, qui était une femme qui faisait de la cuisine, mais
instinctive et elle a mis au point des choses mais extraordinaires. Elle était traiteur et chacune de ses réalisations était un véritable bijou. Et c'était délicieux, mais elle est fantastique. Il y a Monique Duvaux, j'adore sa cuisine familiale, j'adore ce qu'elle fait. Et en plus, elle fait des tables, c'est incroyable parce que ça va aussi avec. Elle a un sens de la décoration qui est extraordinaire. Puis il y a Zana Mura que j'adore sa cuisine. Elle fait le couscous comme personne, c'est fantastique, j'adore. Mon Dieu, j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais enfin, oui, j'ai parlé assez comme ça de ma mère et de mes sœurs. Mais parce que ce sont des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Pourquoi ? Parce que toutes ces femmes que je cite, elles ont pris et leur cuisine est enracinée dans leur culture. Hélène, elle vient du sud-ouest. Sa cuisine, c'est pas du chiquet, c'est pas donc j'ai cherché ci, j'ai cherché. Non, elle est enracinée dans son sud-ouest et elle s'autorise à inventer plein de choses. Mais mais d'abord il y a ces racines-là. J'adore. Zana Mura, c'est pareil. Elle fait plein de choses différentes. Ce sont des femmes très libres dans leur cuisine. Olympe Versini aussi, Mona. Mais elles sont toutes bien plantées dans leur terre. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elles repoussent les autres. Au contraire, ce sont des femmes qui sont toutes celles que j'ai citées, très ouvertes sur le monde et très enracinées en même temps. J'adore. Et ça me rappelle les cuisinières de chez moi. Ça, c'est très, très bien. Donc, par exemple, si je vous dis aujourd'hui, je vais faire une glace à l'avocat, vous allez croire que je viens d'inventer cette glace à l'avocat. Oui, parce que l'avocat est le produit à la mode. Mais... Voilà. Mais pas du tout. Ça existe depuis le 19e siècle. Depuis 1846, on faisait déjà... Enfin, donc, bien avant, on avait reçu, je ne sais plus qui, mais voilà, et pour le recevoir, les cuisiniers avaient fait une glace à l'avocat. Mais il faut vous dire qu'on peut être enraciné dans son terroir et inventer plein de choses. Bien sûr. Voilà. C'est ça qui est beau dans la cuisine, dans la gastronomie. Voilà. On va passer, Suzy, au questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Allons-y. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent à partager avec nous ? Ça peut être un restaurant où vous êtes allé, un livre de cuisine, ça peut être un vin, ça peut être ce que vous voulez. Je vais revenir à ma mère encore, qui m'a fait des aubergines, des beignets d'aubergines à la sardine. C'était trop bon. C'était extraordinaire. Ça paraît très bête comme ça, mais c'était tellement bon. Mais le coup de cœur se lit sur votre visage. Mais j'ai envie d'y retourner rien que pour ces beignets d'aubergine à la sardine. Mais moi, j'ai un coup de cœur qui ne me lâche pas. Ah. Là, que mes amis qui ont des bistrots ne se fâchent pas, parce qu'on parle je vais parler de restaurants étoilés. Ouais. Et donc, j'ai un énorme coup de cœur pour Naturalité, le restaurant d'Alain Ducasse. Mais c'est énorme. Mais j'ai mangé des choses. Au Plaza ? Au Plaza, oui. Et je me suis sentie, mais ça va très très loin avec moi, la cuisine. Je me suis sentie, mais Caraïbe. Je me suis sentie... bien ancrée dans le monde, je me suis sentie mais à ma place. J'étais au Plaza, j'étais à ma place là en train de manger. Il avait tout compris. Il avait fait, il y avait des lentilles, c'était extraordinaire. Il avait fait un dessert à base de pot de lait, c'était, oh mon Dieu, c'était sublissime. Et j'ai des choses comme ça qui ne me lâchent pas. C'est le riz noir d'Hélène Darroze, mais je pourrais écrire un livre sur... je crois que je lui ai écrit un mot et après avoir mangé son riz noir, je lui ai écrit une lettre qui était peut-être trop longue, mais en tout cas, ça disait ce que je ressentais. Mais j'ai des choses comme ça. Ça, c'est pour les grands restaurants. Mais vraiment, mais c'était magique, encore une fois. Parce qu'il y a
Il y avait très peu d'ingrédients dans les plats dont je vous parle. Et avec ça, ils arrivaient à faire des choses... En retirer l'essence. Ah là là, c'est... Et à faire un goût, mais on se dit, mais comment il arrive à ça, Alain Ducasse? Comment elle arrive à ça, Hélène, etc. C'est extraordinaire. Alors du coup, c'est bien parce que vous anticipez sur certaines réponses à des prochaines questions sur justement des plats que vous avez goûtés que vous n'avez jamais oubliés. Donc on peut citer ceux d'Hélène Darroze et d'Alain Ducasse, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y en a un autre, c'est celui... le gâteau raté du marquis de Béchamel de Michel Guérard. Ah. C'est un dessert, ouais. mais extraordinaire, que je n'ai jamais oublié. Mais jamais. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance? Le plat qu'on réclamait à ma mère, les tomates farcies et le colombo de le colombo de ce qu'elle voulait, que ce soit cabri, poulet, ce qu'elle voulait, parce que c'est tellement bon ce qu'elle fait, il y a ça. Mais il y a, il y a un plat qui résume mon enfance, je vais être très méchante. C'est le gratin de macaroni de ma grand-mère. Et ma grand-mère ne savait pas faire la cuisine et son gratin de macaroni n'était pas bon. Et il fallait quand même aller le dimanche chez elle et elle faisait cette fameuse salade de concombre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle faisait un pâté de tête. Elle ne savait pas faire la cuisine, ma grand-mère. On n'aimait pas sa cuisine. Allez, pardon maman, pardon tout le monde, je le dis, c'est vrai. Personne n'aimait sa cuisine, elle ne savait pas faire la cuisine. Mais son pâté de tête, sa mayonnaise et sa salade de concombre, c'était inoubliable. Bon. Et donc, il fallait quand même manger le gratin de pâte pour avoir la récompense du pâté. Et voilà. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Peut-être que je ne l'ai pas encore rencontré. Non, je ne l'ai pas encore rencontré, mon aliment que je déteste. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Toujours au frigo, je dirais j'ai toujours du piment. J'adore je confirme, piment. Je l'ai vu de mes yeux. Oui, et en plus, je pourrais dire j'ai toujours des piments, parce que j'adore le piment végétarien, j'adore le piment, l'habanero qu'on appelle chez nous le bon dame en Jacques, et j'adore aussi le piment oiseau. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison? La recette que les enfants réclament tout le temps. Ah oui, ils adorent quand je fais mon poulet en crapaudine et ils adorent quand je fais du riz aux légumes parce que je fais du riz avec... J'ouvre mon placard à légumes, j'ouvre mon frigo, je regarde ce qu'il y a dans le frigo, quels légumes il y a, et à partir de ça, je fais des riz, j'adore le riz. Okay. Et les enfants aussi, ils adorent quand je fais ça. Ils adorent quand je fais le chili con carne. J'adore le chili, moi aussi. Ils ont de la chance. Oui. Et j'aime beaucoup, beaucoup le court-bouillon de poisson. Et quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez ? Alors là, j'écoute toujours de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu, dans ma cuisine, il y a une sorte de petit cochon qui fait de la musique. Et bien voilà, j'écoute toujours de la musique. J'écoute du blues, j'écoute du jazz, j'écoute tout. J'écoute du gros-cas, j'écoute de la musique. Voilà. Ou alors je chante. Quand je n'écoute pas de la musique, je chante. Mais je ne fais jamais la cuisine en silence. Je n'ai pas cette espèce de concentration religieuse que peuvent avoir certaines personnes. Non, mais c'est bien aussi d'être comme ça. Quel serait le resto de votre vie, c'est-à-dire votre restaurant préféré de tous les temps ? De tous les temps ? Oh là là. S'il n'en restait qu'un, ce serait ce resto-là. Alors, un de mes... Voilà, je vais encore donner plusieurs réponses, ça va être terrible. Mais j'accepte plusieurs réponses. Alors, un de mes restaurants préférés n'existe plus, mais je le regrette terriblement, mais il faut bien qu'elle s'arrête. C'est Olympe Versini. Oui. Elle avait un restaurant, mais extraordinaire, où on mangeait, mais ça, c'est toute la cuisine que j'aime, ça. Ça, j'adore ce qu'elle fait, cette fille. Oh là là, c'est trop bon. Vraiment, elle cuisine
comme, on peut dire, avec le même esprit que ma mère. Et j'ai envie qu'elles soient dans une cuisine toutes les deux. J'ai vraiment envie de ça. Parce qu'elles regardent ce qu'il y a et elles vous fait un plat. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Et je l'ai vu faire une crème caramel sans mesurer quoi que ce soit. Il n'y avait pas une bulle. Elle met à cuire, elle regarde pas, elle dit bon, c'est bon. Je dis mais attends, mais c'est une sorcière, elle c'est une vraie sorcière. Ah non, elle est trop forte, c'est une magicienne. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver ? Vous n'êtes pas encore allé, mais que vous donneriez cher pour essayer ? Oui, il y en a un, j'ai vu, je suis incapable de vous dire le nom, il faudrait que je fasse une recherche le jour où je veux y aller, mais c'est en Scandinavie et c'est un chef jeune qui a 3 étoiles au Michelin et qui m'a fascinée. Je l'ai vu dans un documentaire qui s'appelait Chef d'ailleurs, et ça m'a donné vraiment envie. J'ai dit mon Dieu, j'aimerais faire un voyage rien que pour aller manger chez lui. Et puis il y a évidemment le MoMA aussi que j'aimerais beaucoup connaître. Il n'y a jamais une seule réponse. Je suis une boulimique. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors, je passe l'interview à Olympe Versini. Elle a tellement de choses à nous apprendre. Et c'est formidable. Et puis, comme il n'y a jamais une seule réponse, à Hélène Darroze, parce que je suis une fan absolue. Un grand merci, Suzy Palatin. Merci à vous, c'était un plaisir. Plaisir partagé. À très vite. Oui. Alors Suzy, si on dit la vérité aux auditeurs... Oui, on va dire la vérité, on doit la vérité. Je ne mens jamais. On a rallumé les micros, oui. Parce que après qu'on ait arrêté l'interview, vous avez eu tout d'un coup une idée, vous m'avez dit « Je ne peux pas faire cette interview sans parler d'un restaurant ». Donc je vous laisse nous en dire plus. Ça s'appelle Table. Et dans ce restaurant-là, on fait la cuisine. La cuisine de la terre, la cuisine des hommes, la cuisine de l'homme, la cuisine de l'humanité. J'adore ce restaurant. J'adore Table. Alors j'ai dit, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Non. Parler de vos restaurants préférés voilà. Sans le citer. Non, mais encore une fois, vous m'avez demandé de parler de mes restaurants étoilés préférés. Hein, pas tous les bistrots. Non, c'était ouvert. Vous pouvez parler. D'accord. Alors, j'ai des bistrots aussi que j'adore. Si on y va, on y va. Alors. On y va, allez. J'adore... Il y a le restaurant chinois qui s'appelle le Condorcet. Les délices de Condorcet. Ah, mais oui. Voilà. Mais bien sûr. Vous connaissez ? Ouais, j'habite pas très loin, c'est pour ça que je connais très bien. Et vous allez ou pas ? Mais bien sûr. Je suis toujours fourrée là-bas. Ah bah écoutez, on va s'y retrouver. Voilà. Et oui, et j'adore un autre restaurant, un bistrot, dans le genre bistrot que j'adore. J'aime beaucoup le Paul Bert. Ah, bien sûr. J'adore le Paul Bert dans les bistrots. Et évidemment, j'aime beaucoup le Joya, j'adore. D'Hélène Darroze. Oui, qui est... Pour moi, c'est un endroit où on va et on fait plus que manger encore là-bas. On y est bien parce qu'elle a fait ça comme une maison. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Eh bien, écoutez, ces bonnes adresses méritaient bien du rap d'interview. Merci beaucoup, Suzy Palatin. Merci. Un grand merci à Suzy Palatin pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.